Culture Média, Thomas Hill. Alors Éric Reinhardt, revenons d'abord sur ce prix Goncourt décerné avant-hier. Moi j'avais personnellement misé sur votre 9e roman, Sarah, Suzanne et l'écrivain. Ça c'est gentil. Je l'ai dit à cette antenne, Oui, vous en êtes tous témoins, ça m'a valu quelques colibets sur mon intuition légendaire. Mais ce qu'on a appris, c'est que ça s'est joué vraiment à un cheveu, au 14e tour entre vous et Jean-Baptiste Andréa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez suivi, vous étiez tenu au courant ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors c'est quelque chose que je suis très heureux d'avoir vécu quand même. Ouais. Alors d'abord, je suis vraiment heureux et fier d'être allé jusque-là. Ah oui, faut le dire. fantastique. En finale du Goncourt, surtout que vraiment ça s'est extrêmement bien passé pour mon livre jusque-là, et j'espère que ça va continuer. Non, vraiment, on était dans le bureau d'Antoine Gallimard, chez Gallimard, l'équipe, le téléphone posé sur la table basse, et on attendait le message. Voilà. Ah oui. C'est comme ça que ça se passe, et donc a priori c'était vers 12h15, 12h30, et puis le temps passé, on se disait mais qu'est-ce qui se passe ? Vous saviez pas qu'il y avait 14 tours en cours ? Non. Ah oui. Oui, ça a été très long. Et donc on disait non mais là comme c'est cuit et tout, c'est pas, ils ont déjà appelé Andréa, puis ils nous ont oubliés, tout ça, et puis le temps passé, tout ça, et puis et en effet ils ont délibéré jusqu'à 12h45, et voilà, donc là à un moment on a reçu un appel de l'Académie du Goncourt nous disant que nous avions perdu, ou qu'Andréa avait gagné. Ouais. Et seulement grâce voilà, je suis vraiment très 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 reconnaissant aux jurés Goncourt qui m'ont soutenu. C'est-à-dire personne n'a craqué, n'a lâché l'affaire. Ça c'est beau, ouais. Tant du côté d'Andréa que... Vous savez qui d'ailleurs a voté pour vous et tout ça ? Que du mien. Oui, maintenant vaguement je sais, on m'a parce que ça s'est joué juste grâce à la voix compte double en fait du président Didier Decoing. Voilà, exactement. Voilà, c'est le règlement du Goncourt, c'est-à-dire qu'au 14e tour, eh bien c'est Didier Decoing qui, enfin le président du jury, qui fait jouer sa double voix, et visiblement il avait une préférence pour le livre d'Andréa. Bon, vous lui en voulez pas, j'imagine. Non, pas du tout. Chacun ses goûts. Peut-être que la fois d'après. C'est ça. Et ben ça sera votre invité inconnu tout à l'heure. Invité surprise. Il fera tout pour que j'ai le Goncourt. Voilà. Mais ça fait longtemps en plus qu'on dit que vous êtes un auteur goncourable. C'était la 3e fois qu'un de mes livres participait au Goncourt, enfin a été sélectionné pour le Goncourt. Est-ce que vous misez sur le Goncourt des lycéens maintenant ? Ça, je sais pas, c'est complètement imprévisible. Ouais. Et voilà. On verra bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous remets officiellement ce matin le prix Culture Média 2023. Bravo. À l'unanimité des votes du jury. C'est-à-dire vous. Vous C'est-à-dire seul. moi. Voilà. C'est une voix contre 50. Mais vous pourrez le mettre en bandeau sur votre livre, Éric Reinhardt. Maintenant qu'on vous a décerné un prix, on va peut-être pouvoir parler un petit peu de ce livre, raconter son histoire et sa forme si particulière. On revient dans une minute sur Europe 1. De 9h à 11h sur Europe 1, vous écoutez Culture Média avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez l'écrivain Éric Reinhardt pour Sarah, Suzanne et l'écrivain, son dernier roman, paru chez Gallimard et dans toutes les bonnes librairies en ce moment. Et alors, c'est l'histoire d'une femme en rémission d'un cancer du sein, une artiste qui se sent délaissée par son mari. C'est ça le point de départ. Tout à fait. Alors, sur les conseils d'une amie, elle va essayer de provoquer en lui un électrochoc en prenant un appartement seul. Mais ça va avoir des conséquences bouleversantes pour sa vie. Ouais, c'est ça. En fait, cette femme... alors, je précise que la maladie est vraiment traitée d'une façon très rapide dans le livre. C'est pas un livre sur le cancer, la maladie, etc. D'ailleurs, c'est traité dans le livre par un flashback. Voilà. Cette femme, en effet, lorsqu'elle réchappe de cette maladie extrêmement grave et qu'elle revient à la vie, eh bien, elle se trouve être dans un désir de vérité et d'intensité, de voracité par rapport à sa vie. Comme souvent, d'ailleurs, les personnes qui reviennent d'une maladie extrêmement grave, on a envie une de vivre espèce de reset, on a envie de vivre 2 fois plus, et on est vraiment dans une exigence de vérité par rapport à soi, ses désirs, la vie qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a envie de faire, que tout ça ait du sens, et d'aller le plus loin possible. Ouais. Et elle sent, cette femme, que son mari n'est pas avec elle, n'est pas vraiment en osmose dans ce désir-là qu'elle éprouve très profondément en elle. Ils vivent dans la même maison, mais l'un à côté de l'autre. Ouais. Et elle en souffre. Dans le fond, elle considère que
sa vie amoureuse et conjugale est devenue une sorte de mensonge, de doux mensonge, parce que tout se passe bien. Et elle veut pas capituler devant ses exigences existentielles, devant son idéalisme d'adolescence et tout ça. Et elle aimerait ramener son mari vers l'intensité de la vie. Et lui, il s'accommode très bien à cette petite vie pépère, hein, ça lui va très bien. Tout à fait. En fait, il est dans la convention du mariage bourgeois et dans une forme d'hypocrisie. Il n'est comme pas ça. méchant d'ailleurs. Il n'est pas du tout méchant. Il n'est pas du tout contrariant. Il est très conciliant. À chaque fois qu'elle lui dit mais il faut que tu passes plus de temps avec moi, parce que il a pris la fâcheuse habitude chaque soir de s'enfermer dans un bûcher qu'il s'est aménagé pour écouter de la musique, faire de la musique, fumer un petit pétard et tout ça, parce il est avocat fiscaliste et il a beaucoup de travail la journée et il a besoin de se changer les idées le soir, mais seul, pas avec sa femme. Pas avec ses enfants. Et donc non ils plus, remontent dans leur chambre de plus en plus tard, laissant Sarah passer ses soirées seule avec ses enfants en première partie de soirée et seule dans la deuxième partie. Et donc elle lui en parle souvent et lui, il lui dit mais tu as raison, pardon, je suis désolé, mais c'est dur en ce moment, etc. Au boulot. Je vais changer. Je vais changer, je vais faire un effort. Ça. Par ailleurs, elle se rend compte complètement par hasard chez leur notaire que son mari possède 75% de leur maison et elle seulement 25%. Alors c'est un acte notarié qu'elle avait bel et bien signé lorsqu'elle avait 21 ans. Elle l'avait un peu oublié et surtout, elle pensait que ça s'était rectifié avec les 21 ans qui s'étaient passés, puisqu'ils sont mariés depuis 21 ans. Et elle paye tout le quotidien. Elle paye tout le quotidien. En fait, pour ne pas avoir à faire de compte d'apothicaire, son mari l'a à un moment convaincu que pour plus de commodité, eh bien, elle paierait tout ce qui relève de la vie quotidienne, donc tout ce qui est périssable et momentané, c'est-à-dire la nourriture, l'entretien de la maison, les vêtements, les trains, les voyages, les vacances, etc., le fuel pour la chaudière, l'électricité, voilà, vous m'avez compris, et le mari, dans ce qui est plutôt patrimonial, la maison, etc. Quand elle découvre ça, ça lui plaît pas du tout, et donc elle va lui dire là, il faut qu'on change, il faut qu'on rétablisse les comptes et qu'on se mette à 50-50. Et il lui dit oui, tu as raison, je vais aller voir le notaire. Et puis il ne va pas voir le notaire, et donc elle le relance. Voilà. Et jusqu'au moment où une amie dit à Sarah, eh bien, moi je connais bien les hommes, elle est plus âgée qu'elle, elle a plus de 60 ans, et elle lui dit, en fait, il changera jamais, il faut que tu lui administres un électrochoc pour qu'il comprenne qu'il peut te perdre, que tu ne lui es pas acquise à jamais, et puis qu'il voit l'effet que ça lui fait de vivre sans toi. Et tu verras, il va te rattraper, et il va changer, etc. Et donc, Sarah fait ça. Elle le loue une petite maison lugubre pour 2 mois, et elle annonce à son mari qu'elle va partir pendant 2 mois. Il y a 2 chambres pour les enfants, pour qu'ils viennent la rejoindre une semaine sur 2. Et du jour où elle annonce à son mari un soir au restaurant cette décision qu'elle a prise, en lui expliquant pourquoi elle la prend. Ça, c'est la scène terrible du livre, une scène cruciale où elle se retrouve face à son mari à lui expliquer ça, et puis lui ne dit pas un mot. Voilà. Et surtout, elle n'aura plus jamais de ses nouvelles. Voilà. Il disparaît. Il s'en va et il la laisse seule dans sa maison, et où ses enfants vont avoir bien du mal à venir. On va continuer à parler de cette histoire, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on racontera tout à l'heure, c'est que cette histoire part d'un point de départ, d'une lettre que vous avez reçue sur Facebook d'une femme. Et donc cette histoire est vraie, même si elle est romancée, elle part d'un point de départ qui est réel. On continue à parler de Sarah Suzanne et l'écrivain tout à l'heure.